Bon, alors je vais prendre le relais. D'abord commencer par remercier Emmanuel, remercier Anaïs, Hugues et les autres libraires qui nous accueillent ce soir. Remercier Steve qui est arrivé de Chicago hier. Donc, et puis merci à vous tous de vous être déplacés. Je vais dire quelques mots. Enfin, en fait, je regarde, vous connaissez presque tous Steve, donc je vais être assez rapide et lire quelques extraits de Ligatura, parler un petit peu de la globalité de l'œuvre rapidement, puisqu'il y a quand même un certain nombre de livres qui existent déjà en anglais et certains en français bientôt. Donc bon, Steve, il est romancier, mais il est aussi auteur de nouvelles, d'essais parus dans des revues telles que Data Made Flesh, Leonardo, McSweeney's Fiction International. Il est professeur de littérature à l'université de Notre Dame et dans l'Illinois, où il dirige le programme de littérature comparée. Il est aussi le fondateur du festival And Now, où auquel plusieurs d'entre vous ont participé. Donc à ce jour, il a publié 4 romans et un recueil de nouvelles dont je vais dire quelques mots très rapidement avant de me concentrer sur Vase, qui donc est devenu Ligatura en français. Le premier à être paru, c'est In an Oz, qui est donc paru en 2003, qui est une fable à la fois poétique, satirique, qui se moque avec tendresse des travers des sociétés capitalistes occidentales, en interrogeant la notion de progrès et la nature de la démarche créatrice. Et en fait, si je dis aussi quelques mots de chacun de ces textes, c'est parce qu'on retrouve beaucoup des traits dans Ligatura. C'est vraiment une œuvre que je trouve aussi extrêmement cohérente, à la fois très diversifiée et très cohérente. Et Steve a eu tout ça à l'avance, donc il n'est pas du tout exclu. C'est ce que je dis. Le second roman à être paru, c'est The Book of Portraiture, qui va paraître en français en janvier, début 2014, aux éditions HYX également. Donc The Book of Portraiture, c'est une histoire de l'écriture, depuis les débuts, l'invention de l'écriture dans le désert, jusqu'à des expériences en art génétique pratiquées dans un laboratoire américain qui est mobilisé par l'analyse des vestiges du 11 septembre, en passant par le journal fictif de Velázquez. Donc là aussi, il y a plusieurs formes d'art mêlées. Vase, donc Ligatura en français, devait à l'origine être un chapitre de The Book of Portraiture, puis le livre s'est développé d'une façon quasi organique pour devenir un livre à part entière qui a finalement été publié avant The Book of Portraiture. Et cette image organique d'un livre qui se développe comme une plante qui échappe en quelque sorte presque à son auteur, est une image qui revient et qui rejoint la conception du livre corps qui est visible sur Vase, donc sur l'édition américaine, qui a des pages couleur chair. Et là, on reconnaît on imagine une peau veinée de bleu. Et c'est un aspect du livre qui est fondamental dans toute l'œuvre, me semble-t-il. Et cette métaphore du livre-corps se décline aussi tout du long, par exemple, les manipulations génétiques qui sont envisagées comme des façons de réécrire le corps. Donc, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'œuvre, ce sont des choses qui vous sont familières. Donc ensuite, Talk, A New Media Novel, c'est un livre DVD que je trouve esthétiquement vraiment très réussi. Alors que ceux qui me connaissent le savent, je suis pas une lectrice je suis assez vieux jeu, moi j'aime bien le livre, l'objet livre, mais là vraiment j'ai trouvé que, à l'évidence, l'utilisation de ces nouveaux médias, ça n'avait rien à voir avec un effet de mode. Il y a un authentique apport, parce que par le biais de l'image en mouvement, de la musique, de l'interactivité qui est instaurée avec le lecteur peut vraiment voir s'épanouir des potentiels du texte qui sinon seraient restés à l'état de suggestion. C'est vraiment une œuvre remarquable. Bon, c'est un conte sur le temps, notre inscription dans le temps, notre perception du temps. Bon, évidemment, je vais très vite, c'est toujours un peu frustrant. Alors, le recueil de nouvelles, sa parution est imminente, donc je n'ai pas là pour vous le montrer. Son titre, c'est Once Human Stories.
Donc il interroge notre condition post-humaine à l'heure où le corps paraît quasi remplaçable, où il devient envisageable de choisir la couleur des yeux, la couleur des chevaux, des cheveux, des chevaux aussi, des cheveux, de sa progéniture. Donc dans l'ensemble de l'œuvre, des questions éthiques fondamentales sont abordées avec beaucoup d'humour. Et ça, c'est aussi, j'ai trouvé ça très savoureux. Steve est un auteur qui se prend jamais au sérieux alors qu'il traite de questions très graves. On sent aussi dans cette œuvre à la fois une grande modestie, une réelle fascination pour le vivant, pour la puissance de l'intelligence humaine, et toujours aussi une capacité à s'attendrir des travers ou des faiblesses. Donc pour toutes ces raisons et d'autres encore, c'est vraiment une œuvre que j'ai pris un immense plaisir à traduire. Vas, an opera in Flatland, traduit par Ligatura, on pourra en reparler de ce choix, s'apparente à une méditation sur le corps, sur le langage et beaucoup d'autres choses encore, mais j'essaie d'aller à l'essentiel. Et donc la version française, certains d'entre vous ont déjà pu la parcourir, montre un design entièrement repensé, donc traduit lui aussi, comme si le design était un langage qui devait changer. Donc on doit la production de ce design de la version française à Dan Werner et Mervy Pacasti. Alors quelques mots de la trame, de l'intrigue. Le narrateur Carré est sommé, c'est son prénom, Carré, est sommé de subir une vasectomie par sa femme Cercle, qui est épuisée par toute une batterie d'examens qui ont débouché sur une fausse couche, et donc elle ne veut plus courir le risque d'une grossesse. Et Carré, qui est en quête d'une fin pour son roman, se trouve mis face à une décision qui remet en question le rapport à son corps, le rapport à la création, leur création à la fois procréation et écriture. Ce roman, moi aussi, je me pose toujours la question, est-ce qu'on le lit vraiment? Est-ce qu'il nous entraîne dans une exploration, tant sa composition typographique est originale, donc on l'explore, même s'il y a une intrigue linéaire qui demeure. Donc ce roman offre un parcours au fil des siècles, à travers les continents. C'est à la fois un inventaire des langues. Merci Anaïs, nous fait la démonstration, comme dans les avions. Donc un inventaire des langues, un inventaire des espèces qui sont vouées à l'extinction ou déjà éteintes, une revue historique des formes prises par l'eugénisme dans le monde, et en général une revue des diverses manipulations officielles et collectives du corps, telles que par exemple la stérilisation forcée, qui a pu exister dans certains pays. Donc l'évolution est mise en question, l'évolution qui a conduit à l'homme tel que nous le connaissons, l'évolution qui a conduit à la naissance du langage articulé, jusqu'à sa forme chantée. Vous avez vu le sous-titre, An Opera in Flatland. Il y a toute une représentation, aussi une réflexion sur le chant et l'opéra. Donc il me semble qu'un des traits dominants, c'est aussi un mouvement de déstabilisation. C'est un roman qui accomplit un ébranlement radical des certitudes, un décentrement de l'homme qui se voit détrôné de sa position privilégiée, sa position de pouvoir absolu, pour s'ouvrir à d'autres points de vue. Dans Ligatura, il me semble que se déploie ce que Foucault appelait l'espace d'une dispersion, plutôt qu'une description globale qui resserrait tous les phénomènes autour d'un centre unique. Un ajustement d'échelle semble nécessaire à l'heure où le développement exponentiel des moyens de communication, en réduisant radicalement l'espace, le temps, nous rappelle que nous ne sommes qu'un point infime dans l'univers et dans l'histoire, que l'homme est un maillon d'une chaîne et non cet être exceptionnel qui a volé le feu divin. Et ça, c'est une citation de Ligatura. Un point infime dans l'univers, certes, mais aussi un point qui est digne du plus grand respect. Et ça, ce sont deux tendances que l'on retrouve tout au long de l'œuvre, à la fois une critique très très lucide et parfois virulente, mais aussi beaucoup d'humanité, beaucoup de sympathie et de compréhension. Ce décentrement, il s'accomplit principalement,
pas seulement, mais beaucoup à travers les structures elles-mêmes, qui remettent en question nos modes de lecture, nos habitudes, nos conventions. Donc il y a vraiment une dynamisation de la page qui est mise en mouvement par les traces variées qui s'y combinent en une totalité esthétique autant que sémantique. Et plus que jamais, l'apparence même des pages fait sens, et pas seulement les mots qui la couvrent. Donc on s'ouvre à une autre dimension, et c'est d'ailleurs l'expérience que fait le personnage, Carré. Imaginez un shilling sur une table, avait pensé Carré la première fois qu'il avait porté les yeux sur le pays plat. Si vous le regardez d'en haut, vous ne voyez qu'un cercle. Leur avion continuait sa lente descente. Mais si vous amenez progressivement les yeux au niveau de la surface de la table, le cercle se change en ligne, et c'est comme ça que nous apparaissons les uns aux autres, nous les habitants du pays plat. Debout sur le tarmac, il se rendit compte que les circonstances venaient de lui donner un aperçu du monde tel qu'il avait dû apparaître à Christophe Colomb, ou à une mouche à vinaigre. Une table s'étendant à perte de vue dans toutes les directions. Après 3 ans de vie en ces lieux, 3 ans avaient suffi, il avait du mal à imaginer le monde autrement. Donc, cette révélation dont Carré fait l'expérience prend aussi la forme d'un éclatement du sens de l'identité, sous l'effet des migrations, de la complexification constante des sociétés. La question « qui suis-je » appelle une réponse de moins en moins évidente. Et là, bon, évidemment, il aurait fallu que je fasse appel à des camarades pour qu'on puisse lire ça à 3 ou 4 voix. Donc, je vais essayer de donner un petit aperçu de... Je vais vous montrer la page surtout parce que c'est en soi déjà très, très évocateur. Hein, donc sur cette question de l'identité de plus en plus complexe. Homme économique, mâle sexuel, personne, afro-américain, héros, fracturé, vie à trait d'union, célébrité. De fait, en matière de représentation de l'homme, nous vivons un âge d'hyperinflation. Offre et demande, vie publique, américain à trait d'union, classe moyenne, race maîtresse, vie privée, schizophrénie, échelle de personnalité, Terminator, groupe du country club, mammographie, Sperminator, mort cérébrale, naissance vierge, Ève en vitrail, Adam dans une boîte de pétri, ligne cellulaire, courbe en cloche, fils de l'homme, singe nu, brevet en attente, nouveau-né au cœur de babouin, l'oncle du singe, souris humanisée, âcre de « je contiens des multitudes ». Walt Whitman. Peau, banque du sang, le matériau, le sujet, réalité en vinyle, sexe virtuel, Suzy gonflable, récolte d'organes, crâne synthétique, nerfs synthétiques, Prométhée moderne. Et je me rappelle d'une lecture que Steve avait donnée en anglais à la librairie Shakespeare & Co. On avait ça 3-4 voix avec différentes langues et c'est vraiment un texte polyphonique voilà, dont je ne vous donne vraiment qu'un tout petit aspect. Donc en écho à Walt Whitman, vous avez reconnu la citation, je pense à I Contain Multitudes. Walt Whitman qui était inventeur du vers libre, Steve Tomasula réinvente le roman et les formes du récit, notamment par le recours à une multitude de médias, bandes dessinées, publicités, ouvrages de sciences, articles de journaux et même bribes de code informatique. Et l'un des principaux emprunts est fait à la musique, l'opéra du sous-titre, puisque au moins trois voix tout du long s'entremêlent, qui sont représentées par des typographies différentes et qui, dans l'édition américaine, figurent aussi de part et d'autre de ce qui s'apparente à une portée, enfin des lignes verticales qui ont été transformées dans la version française, sont devenues autre chose. Cette diversité des médias est le reflet d'un questionnement de la représentation. Je pense que ça, Steve, j'imagine, présenterait son œuvre comme ça, une mise en question de la représentation, de notre rapport aux représentations, quelles sont leurs influences, en quoi les représentations que nous produisons sont le reflet de nous-mêmes, mais aussi de notre époque, du siècle dans lequel nous vivons. Pourquoi un auteur américain du XXIe siècle ne peut pas écrire le même roman qu'un auteur du XIXe. Et dans Ligatura, il s'agit en particulier de représentation du corps et de représentation de soi qui s'intègre à un panorama de l'évolution des espèces, des sciences, des techniques, de l'art, de la société.
La scène se passe au moment de Noël, ou plus exactement après Noël, afin de pouvoir le fêter en famille avec Mère, qui est la mère de Cercle. Ouvrir les cadeaux de Noël en janvier rappelait à Carré l'apparition des premiers magnétoscopes. Il s'était retrouvé aussi désorienté, regardant les informations du mercredi soir le vendredi à midi. Le sapin semblait aussi vert qu'à son installation un mois plus tôt, un gène modifié lui gardant sa couleur bien qu'il fût mort, comme la teinture d'autrefois. Pour créer l'ambiance, il avait mis leur cassette vidéo de bûches brûlant dans l'âtre, comme c'était la tradition à Noël, les flammes crépitantes en stéréo sur fond d'un best-of de chants de Noël. Du plat de la main, Cercle lissa un foulard Lascala qui serait donné à la Croix-Rouge à l'instant du départ de Mère. C'est un cadeau de sa maman. Elle poussa sa fille du coude pour qu'elle simule l'intérêt. « Et celui-ci, maman, ça parle de quoi ?» demanda Cercle, tenant Ovale dans ses bras comme pour dire « cesse de gigoter ». La Traviata. Le chat ferma les yeux, queue enroulée autour des pattes, et glissa dans l'une des 12 heures de sommeil quotidien que s'accordent les chats, ou les tigres même. Sa beauté, c'est sa tristesse, dit Mère, tournant le grand livre pour que tous puissent voir. La romance de l'opéra. Carré vit Cercle qui se mordait la lèvre pour ne pas rire devant la performance grandiloquente de Mère. Carré ne pouvait pas rire, lui, voyant la signification que l'opéra revêtait pour elle, qui souffrait d'un sang fatigué, non donné par elle à la cause de ses symptômes, qu'elle ne pouvait jamais décrire de façon exacte et que les médecins, malgré leurs examens perpétuels, ne parvenaient pas à découvrir. Cercle avait épuisé son stock d'inquiétude et ne trouvait plus d'empathie que pour prendre les choses avec humour. « Bon, alors est-ce qu'enfin je peux ouvrir mes cadeaux ?» demanda Ovale. « Eh bien, vas-y, petit monstre, répondit Cercle, de toute évidence soulagé par cette occasion de parler, lui évitant d'éclater de rire bruyamment, avant de nous rendre tous fous. Ovale envoya valser le grand livre de l'opéra et se précipita sur le plus gros paquet dont elle déchira l'emballage. « La science, ça bouge, les expériences en kit qu'elle désirait tant. » « La science, ça bouge, glapit-elle, répétant le slogan de l'émission où des enfants faisaient la démonstration de la gravité, de l'osmose ou de l'électricité statique au moyen d'éponges, de paille ou de tout autre équipement disponible dans un intérieur ordinaire. Sur le carton, un collage mêlait divers types d'expériences. Salle de classe, publicité et recherche scientifique nationale. Mouche à vinaigre et groupe de rock. Un singe en tenue de cosmonaute, lèvres tirées en arrière par la force de gravitation, vous décochait un sourire monstrueux. Ovale déchira un sachet de levure couleur sperme, pensa Carré, ignorant la raison de la ressemblance et voyant aussitôt qu'elle n'existait pas. Il n'en était rien. Elle en versa le contenu dans un tube à essai. Puis elle s'installa pour observer, coude sur ses genoux osseux, pretzel de chair et d'os, exactement dans la position du petit homme des cavernes de la jeunesse de Carré, qui soufflait sur les braises dans un diorama que ses parents tenaient absolument à voir, à chaque pèlerinage accompli sur ce site néoclassique, véritable livre à visiter, qu'était le Muséum d'histoire naturelle. Pénétrant dans sa véracité de pierre, obscure comme le passé, il remontait en flânant le cours des siècles. À chaque fois, les indigènes d'Amérique, nourris au même plat collectif, se changeaient en asiatiques à l'extrémité du détroit de Bering, puis en peintres rupestres, puis, au bout du couloir, près de la loge d'un gardien, se trouvait l'origine. Ils étaient du même âge, lui et son double sauvage, jumeaux si l'un avait été enfermé nu dans la salle de l'Homo sapiens. Le père hirsute du garçonnet brandissait une pierre aiguisée, témoin de l'avancée de leur technologie, tandis que le père de Carré se figeait pour affûter la précision du sien, un appareil photo Leica 35 mm, prenant la copie d'une origine peut-être sans existence, scène de jungle, le zizi simiesque du père faisant une fleur rose en bouton noyée dans les poils de laine. Une mère au visage crasseux et au sein de guenon pendant vous lançait un regard éternel et stoïque sur fond de coucher de soleil à l'acrylique précédant l'aube du sapiens. Histoire sans raccord, dont les trous avaient été comblés par modélisation, selon une ligne temporelle aussi droite que les plaintes, perspective linéaire et descendant mâle, assurant la triade perpétuée, famille nucléaire, foyer, Dieu. Autant de mondes évanouis, illimités, dont seuls les produits changeaient. Les filles n'existaient pas encore. La grand-mère était absente, dévorée sans doute par des bêtes sauvages.
à la différence de mère que la médecine moderne et la rareté de prédateurs naturels avaient placé dans ce salon leur diorama à eux, carré dans son costume en polyester mélangé, nettoyage à sec, comme tiré tout droit du National Geographic, un martini à la main, avis du gouvernement, usage déconseillé aux femmes enceintes. Doté du plus gros de tous les pénis de primates, 15 cm contre 5 pour les gorilles, en sous-vêtements BVD, à taille élastiquée, plongé dans l'ambiance de la cassette de bûche de Noël, le corps moins poilu que ceux de ses défunts ancêtres, mais plus que celui de cercle épilé à la cire. Un anthropologue les eût-il changés en statues de résine d'un coup de baguette magique? Ovale, cercle, carré et mer auraient constitué le parfait tableau d'époque du pays plat, avec leur magnétoscope, VHS, et leur ordinateur sur le bureau de style colonial, l'instinct de meute qui, chez les races primitives, si souvent culmine dans la frénésie de danse de groupe, ici traduit par une sémiotique de produits lamentablement pauvres. Donc vous voyez, c'est un passage un peu long, mais on sent à quel point le livre est plein d'humour, autant que d'érudition. Il y a un intertexte colossal, éminemment riche, qui comporte des références issues de tout champ, aussi bien les sciences, la littérature, la philosophie. Et même si Steve Tomasola joue avec les représentations du savoir, il invente des textes qui n'existent pas dans les références, où les notes de bas de page sont l'occasion de jeux de mots. Mais ce roman reste une somme de savoir, ou plus exactement, parce que c'est un livre ouvert, il me semble que c'est du savoir en mouvement. Le lecteur surprend le savoir en train de se former, en train de s'interroger, et la force du questionnement est telle qu'on est entraîné dans ce mouvement. Et Steve est vraiment, à mon sens, un humaniste du XXIe siècle qui allie à la connaissance la plus fine des technologies de pointe, un amour de la période classique, une passion pour l'histoire des arts, une passion pour le langage. Bon, pour un écrivain, il n'y a rien d'original, me direz-vous. Mais chez Steve, le langage apparaît vraiment sous une forme organique. Il est envisagé dans son devenir, qui est intimement associé à celui des peuples et des cultures. Et j'aimerais terminer par une autre citation. Presque terminée par une citation pour qu'on ait le temps de poser des questions à Steve. Donc c'est page 83 pour ceux qui ont l'ouvrage. Sûrement la pensée suit les caprices de la mode, comme il y a des modes dans les cravates. Purification ethnique, eût-on dit à une autre époque. Eugénisme négatif, un motif, vieux serpent qui fait peau neuve. Et soudain, il semble naturel de réécrire son corps. Par effacement. Le silence est parfois plus éloquent. Par loi, les mots anciens disparaissent, les races aussi. Des mots nouveaux, jeunes inconscients se précipitent, les mots existants changent de sens, surtout inconsciemment. Motif. Aussi plutôt que mode, j'aurais dû dire tic involontaire, ou institutionnalisation. Valeur des idées, celle des langues dans lesquelles elles s'expriment. Sinon, comment expliquer que les sciences soient bourrées de termes latins connotant la sagesse classique? Sinon, comment expliquer que l'étude de l'humain soit bourrée de mathématiques, qui connotent l'objectivité? Cœur de Jarvik. Sinon, comment expliquer les multiples découvertes simultanées indépendantes en sciences, ou les périodes en art, ou le grand changement vocalique, qui a fait de l'anglais de Chaucer une langue étrangère à l'oreille de l'anglophone contemporain. Un ancêtre commun. Proportion du squelette. Un chien hurle. Les camions de pompiers poussaient leurs plaintes dans le tintement furieux de la sirène, décalé par rapport à l'allure des moteurs. La rue principale tout en rouge, blanc et bleu. D'un bout à l'autre, le défilé vibrait de mini-drapeaux américains, rien à voir avec les bannières gargantuesques de l'Allemagne nazie. Carré ne se rappelait même pas la dernière fois qu'il avait vu défiler des soldats un 4 juillet. L'étalage de curiosités d'antan, GI qui avait pour de bon pris d'assaut Hiroshima, cow-boy à cheval, s'est échangé en festivités fleurs bleues, signe de sécurité dans cette banlieue qui, avec quelques rares autres en pays plat, était assez aisée et cultivée pour maintenir, non sans malaise, cette tradition de spectacle provincial rendue oxymorique par les satellites et les téléphones portables.
Des Indiens passèrent en pleine danse de la pluie, secouant leurs clochettes, chaque année plus applaudies, en proportion de l'accroissement de la valeur de leur souche. Un peuple n'ayant jamais pour valeur que celle de son langage. À la différence des Shriners, l'ancien ordre arabe franc-maçon que l'on regardait en silence avec une incompréhension croissante au fil des ans, comme s'ils venaient d'un autre monde, avec leurs coiffes mystiques et leurs allures de fous. Première banque nationale, lisait-on sur le ballon que Carré avait décroché d'une façade et qui se dégonflait, ses étoiles et ses rayures déjà toutes ratatinées. Il l'agita devant Cercle qui lui décocha son sourire exagérément mièvre, saisit le ballon et se remit à regarder droit devant elle, bras croisés, comme si elle venait de confisquer un jouet à un enfant. Statistiquement prouvé, la langue des banquiers restant plus importante que les signaux de fumée. Donc le Ligatura fait recours à une très grande diversité de styles qui, comme ces structures, sont vraiment le résultat d'un travail d'orfèvre. Steve Tomasula est un auteur très minutieux. Son designer aussi est très minutieux, donc ça a été beaucoup de travail et je veux en profiter pour remercier Emmanuel qui a vraiment porté le projet avec beaucoup de courage. Et donc un auteur qui est trop conscient, je pense, des changements énormes que peut entraîner le glissement d'une lettre dans le code génétique pour ne pas être attentif à ces mêmes infimes fluctuations dans la langue. Son écriture est éminemment visuelle et l'organisation typographique de la page est un facteur déterminant dans l'élaboration du sens. Donc Vaz, mêlant art visuel, musique, science, philosophie, ainsi que sa traduction Ligatura, qui je vous rappelle a un design entièrement différent, sont des livres d'artistes. Et à ce sujet, je voudrais poser une première question à Steve. Donc j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'imagine que ce n'est pas vraiment le cas, mais que je pourrais absolument traduire pour Steve si certains d'entre vous se sentaient plus à l'aise en français qu'en anglais. Donc la première question que je souhaitais poser à Steve, c'est une question dont je connais un petit peu la réponse, mais bon, c'est pour vous permettre de profiter de sa présence, c'est comment, pourquoi, quel attachement à l'objet livre, your attachment to the book as an object. Parce que, bon, bien qu'il y ait un roman DVD, Steve reste très attaché à cet objet livre. Trying to remember what I answered. Oh, would you like? I've got the sheet. I've got it here. Here, no, it's okay. No, but I'm sorry. I've got it somewhere. Yeah, no, I was. Thanks for having us, first of all, and thanks for coming, everybody. Appreciate it. I'd like to just have a conversation a little bit. There you go. Steve croyait que je lui avais dit un petit peu sur quoi j'allais l'interroger. Il avait très gentiment répondu à tout déjà. No, but I'll just talk off the top of my head. For me, the materials of the book were always very important, and I wanted to make the book part of the story. So the Ligatura is very much about this new age that we're entering, where we're able to rewrite our bodies. And so to tell that story, I wanted to use the book as a metaphor for the body. You know, we're entering this time where all of these words that we used to apply to books are now applying to our own flesh and blood, like body text or editing or plagiarism was a word that in the root of it is that's kidnapping a child. And so all of those words that were sort of used in terms of text are now applying to, you know, our flesh and blood in this way, that I wanted to tell that story by using the book as this metaphor for the body, just as the body is kind of a metaphor for the book. And so, you know, things like the spine of the book, you know, the body text of the book, you know, the text itself, have these corollaries within the body. And so to use the materials of the book was to tell the story of the body. So maybe that answers your question. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un petit topo en France? Oui, non? Oui. Oui, non, mais... Donc, je vais résumer. Donc, pour Steve, il insiste sur l'importance des matériaux qui permettent de fabriquer le livre.
Et donc il voulait vraiment intégrer le livre lui-même, l'objet livre, dans l'intrigue de ce roman. Et il souligne que nous vivons à une époque où il y a un jeu de métaphorisation réciproque entre corps et livre. Il y a beaucoup des termes qu'on utilise pour décrire le texte qui s'appliquent aussi au corps et vice-versa. Donc en utilisant, en faisant un travail sur la matière du livre lui-même, il espérait donner une vision de notre époque où ces correspondances sont de plus en plus développées, où on a commencé à agir sur le corps aussi comme sur un objet transformable, manipulable. Alors évidemment, moi j'ai plein de questions, mais Steve est quand même avant tout là pour répondre aux vôtres. Donc n'hésitez pas et à les poser, y compris en français, je pourrais traduire. I'm curious about how you dealt with the translation of the book. Is this creation of a new book, and actually with probably with the publisher and so on? Yeah. Just Yeah, no, good question. Donc la question c'est comment s'est passé tout le processus de traduction. Yeah, I think of it as, I mean, the book also uses the opera of a metaphor, or let's see, I've got it backwards. Uses the opera as a metaphor for storytelling. And so I also think of the book as this kind of, it's a staging of the story. So just as you have different stagings for operas, the novel has different stagings in its French version versus its English version. And from what I can tell, it's a pretty brilliant translation. We were just talking earlier, there's a passage in there, maybe you want to No, translate that go part. ahead. That's fine. I can. There's a passage in there where the word ape mutates into the word man. But to get it to work, each step in between has to make sense. So it goes, I can't remember the sequence now, but you can do it in 8 steps if you change one letter at a time. So ape becomes R, maybe APE becomes ARE, and so on and so forth till you end up with man. So to do that same mutation in French is a real trick, given that you have to go from singe to homme, and so maybe I'll let you I talk can't even about that. remember what we did with this. Donc la métaphore de l'opéra aussi est très importante dans le texte. Et Steve envisage finalement chaque livre comme une représentation d'un même spectacle. Donc il était naturel finalement que la version française se fasse dans un autre cadre, avec un autre décor finalement. Et il attirait notre attention sur un des passages où on assiste à une mutation du mot ape, donc singe, qui en 8 étapes, en changeant une lettre à chaque fois, devient man. Et j'avoue que j'ai oublié ça a été un long processus, je ne sais plus par quoi on l'a changé en français. Mais c'est vrai que ça a été l'occasion de pas mal s'amuser sur ce texte et d'inventer d'autres. Well, I know how hard it was for me to figure that out, and I only had to work with 3 letters at a time. So. Sometimes it's easier with more letters. Oh, really? I don't know. Bah, c'est vrai qu'avec plus de lettres, on avait plus de possibilités de transformation aussi. Oh. Ouais. Je crois qu'on est parti. Aussi, c'est singe. I'm interested in the visual transformation in the object. I'm fascinated by the object in both languages, and I'm interested in the transformation from the American version to the French version. Yeah. And I'm interested in the fact that in if I remember correctly, on the cover of the American version, you get 2 names. That is Steve Thomas Sewell's name and Stephen Farrell, with the design who did all the design for work. And I'm interested in the fact that in the French version, that person who did all that is not really mentioned, except at the end, just sort of like that. So it's also a question to Emmanuel, the way you dealt with that, the way you imagined or you thought that the whole visual
visual En français, dimension. hein. Je vais juste rapidement, donc la question porte sur les transformations du design, transformations visuelles, et notamment le fait que le nom du designer n'apparaît plus sur la couverture, mais derrière. l'intérieur du livre. C'était une collaboration en fait. Ça se présentait comme une collaboration Thomas Ulla Farrell. Alors là, c'est à la fois c'est pas des contraintes d'éditeur, c'est le livre est réalisé par, la couverture est réalisée par un designer, un graphique spécifique, et l'intérieur, Mary Pacasset, qui a travaillé avec Steve spécifiquement sur l'ouvrage. Donc ça faisait beaucoup de singularités à mettre en exergue. Et voilà, le choix a été fait plus dans ça. Puis surtout, je souhaitais, il y avait aussi Anne-Laure, je souhaitais mettre en avant, c'est pas toujours le cas dans les romans, de mettre sur la couverture la personne qui a traduit l'ouvrage. Et l'opération de traduction me paraissait plus fondamentale que la dimension graphique, là, parce que ça change véritablement, même si bien sûr hein, l'un ne va pas sans l'autre. Mais voilà, c'était plus complexe d'ajouter 3 personnes. Là, il y a vraiment l'idée, pour moi, de la traduction, qui bien sûr change la forme, parce que les 2 livres sont totalement différents. Ce qui s'exprime par exemple dans le titre, on passe de basse à Ligatura. Voilà, j'étais plus dans des considérations de ce type. Et puis aussi pour mettre l'accent sur Steve, qui est toujours pour moi un peu effacé. And did you anyway design the whole thing, and then you applied to Stephen Farrell to provide a technique and an art that you not quite. The whole book was written before any of the designers ever saw it, and because it is like making a movie or something like this, where the script has to be done, because sometimes you change something as simple as a comma or a space, and it'll throw the page off. And so, all the writing really has to be done before the designers are involved. For the first edition, I probably had about around 75% of the images in place before the designer saw it. A lot of times they're just my hand sketches, or what I could lay out in Word. And so he redrew a lot of my sketches and made the tables more elegant, more uniform, because I took a lot of the material from antique medical journals and things like this. And so his was kind of like a reiteration and a refinement, and he of course brought his ideas to it too. But it actually is with his name, and I wanted to err on the side of generosity as far as giving credit, because they obviously did bring a lot to it, but people started confusing the designer with the as co-author, and so that was kind of a problem. Because the way that it's actually listed is by Steve Tomasula with art and design by Stephen Farrell, even though I did a lot of the art in it too, but it got too messy for who did what. You really have to start dividing every page and say, well, I did 75% of this page, and you did 40% of that page, and so that was just a kind of a shorthand way of acknowledging their contribution. Et peut-être, mais ça c'est une question que j'avais à Steve, le fait d'avoir travaillé avec Stephen Farrell dans Émigré. Donc quelqu'un qui est un graphiste vraiment célèbre aux États-Unis. La collaboration n'est pas la même. Je pense que Steve est rentré vraiment en création aussi, dans le choix des images. Farrell était un graphiste aussi célèbre. La revue Émigré est une revue graphique américaine, vous connaissez sans doute, extrêmement innovatrice, dont les premiers textes des extraits du livre ont été publiés. Donc, je voulais souligner que Steve a quand même, tout le texte était écrit avant que le designer n'ait accès à ce texte. Et un petit peu comme dans un film, il y a une multiplicité d'intervenants, mais avec un tel design, le déplacement d'une virgule fiche tout en l'air. Donc il était important que le texte soit achevé avant l'intervention du designer.
Steve a fourni, il avait à peu près 75% des images, il a fait beaucoup de dessins lui-même. Et donc Stephen Farrell, oui, qui est un designer de grand renom, a redessiné les croquis de Steve. Il a donné un coup de neuf aux différents tableaux. Steve avait repris beaucoup de documents de journaux médicaux de l'Antiquité. Donc ça a été un processus de raffinement. Mais à un moment donné, il régnait une confusion. On avait l'impression que Stephen Farrell était co-auteur, alors que ce n'est pas le cas, même s'il a apporté beaucoup à l'œuvre. D'où aussi ses choix peut-être de la visibilité des noms. J'avais aussi une question qui concerne toute l'œuvre, cette fascination pour l'écrit, l'écriture, la trace. Il y a quand même un livre du portrait qui retrace l'histoire de l'écriture au sens large, Fascination for Writing, writing in the larger sense of the term. C'est aussi une inscription, c'est vraiment une thématique qui parcourt tout. Yeah, I thought, well, I guess, normally when we think of the novel, we think in terms of realism, but realism is such a slippery word if you start to think about it. And so what kind of drives this novel and really all my work is this component of how we bring these realities into existence through our language and how we depict things. A poet friend of mine once told me that novelists are real lucky because they only have to come up with one idea every 5 years. And I think I'm even luckier because I've only had one idea, which is this idea of how we represent ourselves and each other, and hopefully it's a rich enough idea to sustain the books. But that's for me, like why the opera was kind of important, because opera is so obviously fake. It's such an overblown dramatic representation of life. But we're all kind of living our own operas. It's just that we don't realize how staged they are, and our costumes and the dramatics that we perform for each other. And so, it comes back to the writing question, is that by paying attention to how we write ourselves for each other and ourselves, I think it opens up these larger kind of existential questions. And so maybe we'll pause there. What was your friend doing? What artist is he? Poet. Ah, poet. Yeah. Donc souvent quand nous pensons au roman réaliste. Alors que la question que se pose Steve dans son œuvre, c'est plutôt comment nous donnons vie à une multiplicité de réalités par le langage. Et un de ses amis poètes lui a dit que trouvait que les romanciers avaient de la chance parce qu'il leur fallait seulement trouver une idée tous les 5 ans à peu près. Et Steve se trouve encore plus... il a encore plus de chance parce que lui, il a une seule idée finalement, c'est interroger ses représentations, et il pense qu'il a assez de matériaux pour continuer à écrire jusqu'à la fin de ses jours. Et ça rejoint la métaphore de l'opéra, cette image de l'opéra qui est éminemment artificielle, mais qui finalement est la fabrique même, l'étoffe même de nos vies. Nos vies sont des opéras, on y joue des rôles avec nos costumes, nos mises en scène, et finalement cette question de comment nous écrivons les uns vis-à-vis des autres, cela rejoint des questions existentielles fondamentales. Donc cette métaphore de l'écriture, elle est au cœur de ce que fait Steve et de nos existences telles qu'il les conçoit. I have a question. If I understand well that you're attached to technology and something a strength for the editor. So when I see this book, I was wondering why it could not be a book on iPad. You had moving visuals, you can include sound, something very interactive with the readers, and I think it will give even more possibility for the book. So I don't know what's something you plan to do for another book or something else, but when I saw this, that's just an idea coming up.
Well, Donc, it's je funny you traduis. should ask. Et donc la question, pourquoi, étant donné la fascination de Steve pour la technologie, pourquoi ne pas faire ce livre sur un iPad qui aurait une postérité, enfin, une longévité supérieure? Est-ce que c'est en projet? Et en fait, This is actually this book. the talk one. Yeah. Whoops. This kind of. Oops. Turn up the volume. So, this book I'll just play the title page, but it starts with. A distant world shines from another's past that is simultaneously our future. Is this a ripple in time or in life? So it plays the title page and it has an animation for sort of an epigram, and then I'm skipping ahead, but it does a lot of those sorts of things. You know, uses animation and music and things like that. If you want to have a look later on, be here. But for Ligatura, I wanted to make a book that couldn't be on an iPad. Okay. You know, I wanted it to be the book to be a object in the world, just the way that our bodies are an object in the world. And so, you know, the sort of line weights that are used in here, you can't do on a screen. You know, a screen has like 72 dpi resolution, where a press that'll, you know, can do images like this. What is it, Emmanuel? Like 2400 or something like that. Tree structure. It's impossible. Yeah, well, the point being that you can't duplicate the fine detail on screen that you can with a printing press, and the reason is because I wanted to come back to this idea of the book being this metaphor for our bodies, which exist in the real world. You know, they're not on screen, they're not virtual or anything like that, and so to make that two-way street work, again, the materials of the book were really important to the story. So just like they are in this book too. You know, this one is a story about time, and I wanted the materials of this book to be part of that story, which meant being able to use the clock that's part of the computer as part of that story. So that I guess like that's this. It's impossible. The quality is too light. yeah, Just for printing. yeah. Only print. Yeah. Well, you know, the book's a great technology, and we haven't. I think we're just now really finding out what it's good for. It's a medium that, you know, everybody talks about the way that when photography came in, it was going to make painting go away. And obviously that didn't happen, but it made painting be more itself. And I think we're kind of at this moment in the book where, you know, these sorts of things are going to make us think hard about what this book, you know, what this medium can do, and or what it can do better than this one, and what it can't do better. So. Donc Steve voulait justement faire un livre qu'on puisse pas lire sur un iPad. Et de toute façon, il y a des questions de résolution, donc c'est de l'ordre de une résolution de 72 à l'écran contre peut-être 2400. Enfin, il y a vraiment une finesse de détail qu'on ne pourrait pas rendre à l'écran. Donc cette idée aussi de la métaphore du livre semblable au corps, ça rendait nécessaire que le livre existe comme un objet dans le monde, au même titre que nos corps évoluent dans le monde concret. Et de même qu'on appuie, enfin, et il veut aussi par ce projet montrer à quel point le livre aussi est le fruit d'une technologie de pointe. Quand la photographie est apparue, on a pensé qu'elle allait remplacer la peinture, ça s'est pas produit. Au contraire, la photographie a permis de montrer la véritable essence de la peinture, et il espère aussi, en produisant ce genre de livre, que ça pourra ouvrir les yeux à une partie du lectorat sur ce que peut faire le médium livre et ce qu'il ne peut pas faire, et réciproquement.
c'est beaucoup d'espoir pour les livres. C'est bien. Yeah. I got a question. Oui. Actually, there are a lot of references, and the intertext in Vase is huge. So, what do you expect or wish your reader to be in general? Yeah, I think it looks harder than it actually is. Because a lot of people would pick it up and say, "How do you read it?" And my answer, and I'm being partly facetious, is start at page 1 and read it, and then turn to page and repeat, till you get to the end. And like I say, I'm being facetious about it, because there is a pretty linear narrative that goes through it. And I tried to build in directions for how to read it too, like those passages like you're mentioning where here I can, like this genealogy table that Emmanuel was holding up, or else there's the genetic code in here for it's pretty faint, you probably can't see it, but it's the genetic. There's only like a 2% difference between our genetic code and that of a chimpanzee. And so this is one of the genes where some of the letters are different between us and a chimp. But, I'm not expecting anybody to read this, obviously. You'd look at it and kind of see the number of co-authors it takes to write this kind of code. And hopefully that idea comes through it. So I guess, the answer I'd have to your question is for the reader to partly be co-author with the book and read it in the way that they get something out of it. Some people, it's kind of like footnotes to me, where some people will see a footnote in a book and then they'll go to the back and read the footnote, and some people skip all the footnotes, and I think a lot of those kinds of references like you're mentioning are meant to be that way, where it's there if you want to go deeper into it, kind of like a hypertext. And if you don't want to, you can skip it, and that's fine too. It's laid out in this way so that there's actually 3 different narratives going at once, and you can read 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, or else go all the way down the page and read 1, all of 2, all of 3, and you get slightly different stories depending on how you read it. But how you read it, I would leave up to the reader. Donc la question portait sur à quel type de lecteur quel type de lecteur Steve peut-il espérer, ou quel est le public visé. Et Steve disait qu'il a souvent entendu dire que c'était dur de lire ce livre, et le conseil qu'il donne, c'est de commencer par la première page, de tourner une page après l'autre et de faire comme ça, de répéter ce geste jusqu'à la fin. Bon, évidemment, il dit ça avec humour, il se montre facétieux, mais de fait, il y a une intrigue linéaire, et moi, j'en profite pour dire que I didn't know how to read it at first, parce que c'est un objet complètement nouveau, mais donc, il y a une intrigue linéaire, et tous ces... le design ou ces pages de code génétique, par exemple, ou ces tables avec des mensurations du corps, ils les considèrent un peu comme des notes de bas de page. Certains lecteurs vont aller vérifier à la fin du livre, lire toute la note de bas de page, d'autres vont les sauter, d'autres vont en lire que quelques-unes. Donc il s'attend finalement à un lecteur qui devienne co-auteur aussi de ce livre. Et tout du long, il y a 3 récits différents que l'on peut lire sur chaque page l'un après l'autre ou en alternance. Donc finalement chaque page s'ouvre à une diversité de lectures, et donc il attend vraiment, c'est un livre qui réclame un lecteur actif. Justement, peut-être pour rebondir, dans le titre, Un opéra en pays plat, il y a une référence à Edwin Abbott, donc, qui écrit ce roman sur la découverte de la 3e dimension dans un pays où il n'y a que 2 dimensions. Et il me semble que c'était déjà apparu lors de la conférence
avait faite dans le colloque organisé par Françoise Saint-Marcelli, cette question de la perspective, du point de vue, de l'ajustement d'échelle, elle parcourt le roman. So could you tell us more about this importance of perspective, adjusting scales, point of view? Well, the passage that Laura read where he's arriving at Flatland, and that it starts with a quote from Abbott's book where he's trying to imagine a penny. And if you look down on it, you can see it as a circle, but if you put it on the table and your eye is level with the table, it just appears as a flat line. Oh, there it is. Yeah, let's see. I use Abbott's characters in this book, Circle and Square, and one of the questions that's driving Abbott's character Square crazy is that he's trying to imagine a third dimension, because they're all 2D, they're geometric figures. They're circles and squares that are drawn on a flat piece of paper, and so he's trying to imagine what a third dimension is. And the phrase that is making him crazy is that he can't imagine what the phrase how's it go? Upward but not northward, up but not north. And it causes this existential crisis for him, thinking about, well, what am I? What does that phrase mean? And it seemed to capture the moment we're at in terms of thinking about what a human is and trying to imagine our future and what this new dimension is. And all we can do is see, what we know. We can't help but be creatures of our own culture and sort of knowing the world as it is, as being natural in this way that is rapidly becoming post-natural, if it's not already, and trying to imagine what a post-natural world where you can manipulate your genes, or literally every part of our body is replaceable. When I was writing this, I did a lot of research. I hung out in labs and talk to doctors that work in these sorts of fields, and and I was asking one of them, which part of your body, how many parts of your body can you replace? And he thought a while and he said, well, all of them. And so, including face transplants and everything. And so, things are different now, and trying to imagine what that difference is as difficult for us as I think is the Square in Abbott's book in his Flatland. So. Dans l'un des passages que j'ai lu tout à l'heure, il y avait une citation du livre de Abbott, donc l'image d'une pièce sur une table. De dessus, on ne voit qu'un cercle, et si on se rapproche peu à peu au niveau de la table, tout d'un coup, on voit apparaître le volume. Donc les personnages du roman de Steve portent les noms des personnages du roman de Abbott, qui devient complètement fou parce qu'il essaye d'imaginer une troisième dimension, et c'est aux limites du concevable. Et Steve rapproche cette expérience de ce que nous vivons en ce moment. On vit dans un monde encore en partie naturel, et on essaye d'imaginer le post-naturel, sauf si on y est déjà complètement. Steve a fait beaucoup de recherches pour écrire ce roman. Il est allé dans des laboratoires. Il a posé la question à un moment donné à un scientifique qui lui a demandé combien de parties du corps on pouvait remplacer, et on lui a répondu toutes, en fait. Donc c'est un moment tout aussi critique, et c'est sans doute tout aussi difficile pour nous d'imaginer d'avoir cette nouvelle vision de l'humain que pour le carré de Abbott, d'imaginer la troisième dimension. Peut-être, puisqu'on parle d'autres romans, quels sont les livres auxquels tu retournes? Est-ce qu'il y a des influences très très sensibles? Wow. What books do you return to? Books or other artworks, or Yeah. something that would be prominent? Well, lots. Let's see. Well, you can go for 3. Otherwise, we're stuck there all night. Well, I was thinking of some of the French writers, of course. Camus, Roquelaire for sure, Queneau, Perec. All those. That whole lineage is
is really important for me. Probably most important writer or influential for this book would be Foucault. Foucault and Bruno Latour as well. So yeah. And then on the American side, probably the complement to that lineage, which would go through Gertrude Stein. Or is she French? Would you kind of consider her French? I saw her apartment the other day. But, you know, Gertrude Stein, and then, you know, a lot of poets, you know, Ginsberg, Ashbery, Pynchon, contemporary. So. Donc j'ai été obligée de limiter. Pardon. I could go on. J'ai été obligée de limiter Steve parce que sinon on était là toute la nuit parce qu'il lit énormément, il y a énormément de références. Mais il pensait à des auteurs français en particulier pour ce roman-là. Bon, je pense que vous avez saisi Camus, Robe Grillet, Queneau, Pérec, donc cette lignée-là. Puis son complément américain, si on peut dire, l'autre versant, avec des poètes, Gertrude Stein, que Steve considère comme finalement un peu française puisqu'elle a vécu à Paris. Puis des poètes, Ginsberg, Ashbery, parmi les romanciers, Thomas Pynchon, et puis une influence majeure pour Vasse, Ligatura, c'est Foucault. Foucault, Bruno Latour. Bon, mais c'est vrai que c'est un, je le disais tout à l'heure, c'est un livre à la fois très drôle, qui a un objet esthétique, mais qui est très très érudit également. Il y a beaucoup de... It's probably most of them are here, I imagine. Sûrement qu'on trouve les influences, voilà, ici. Bruno Latour, sans doute pas, parce que... Oui, c'est que du monde. Non, Bruno Latour, c'est just fiction. Oh, right. Oui. J'ai une question sur la vision Steve Tomassoula, qui commence peut-être plutôt par un commentaire. En lisant ses romans et en réécoutant une lecture d'Anne Lore sur le passage avec Cercle, Carré et la mère et les enfants, je suis fasciné par tout ce qui est communiqué, tout ce que vous arrivez à voir ou à imaginer, le passage sur l'étiquette avec 100% coton, je sais pas quoi, et toutes ces choses sur des degrés très différents, des niveaux très différents, qui donnent une réalité extrêmement dense, et en même temps, sans qu'il y ait un commentaire explicite, on sent qu'il y a un commentaire sur le matérialisme de cette société, etc. Et ma question, c'est comment est-ce que vous arrivez à voir tout ça? Est-ce que tous les jours, tout le temps, vous voyez tout comme ça? Auquel cas, c'est assez extraordinaire. Ou est-ce que vraiment vous vous forcez en écrivant à voir toutes ces choses-là? Yeah, it's a mental space that, you know, because we've all probably read too much, right? And you can't help but seeing the world as these semiotic objects and loaded with significance. And the problem is, or the difficulty is trying to shut that off, I think. And so when writing, it's fun to be in that territory. And when not writing, it's hard to shut off, or otherwise you go crazy. Although I do think that that's really the value. That's the thing that literature can offer science, for example, is this ability to see multiple meanings in things. And, you know, because it's shocking to me, like reading, you know, the scientific literature, for example, how unliterary they are. Like one study in particular stands out, where the author was trying to find the gene that causes anger. And, you know, probably everybody here has a facility with language where, you know, I can give you 40 definitions of anger. Or, you know, facility with language. Did I say anger? I meant facility with language. But you know, but a lot of the scientists, they sort of, you know, they don't read like poets. They don't think like poets, and they are very literal minded in a lot of ways, and so they think they could find a gene for something called anger, where the problem's not the biology, it's the whole language. So I don't know, I'm straying off your question, but yeah. Donc, Steve souligne que c'est vraiment un espace mental très très particulier, et sans doute que tous ici nous avons trop lu
Donc nous sommes déformés, nous avons cette aptitude à avoir une multiplicité de sens dans toute situation, dans tout objet. Et c'est pas facile de cesser de voir comme ça. Et ça peut être très drôle quand on écrit d'exploiter cette capacité. Et ça peut, en revanche, ça peut devenir problématique de la conserver dans le quotidien. Mais il est frappé par justement comment dire, la déficience dont font preuve certains scientifiques eu égard à cette capacité de lire plusieurs sens dans le monde autour de nous. Il pensait en particulier à une recherche qui consiste à localiser le gène qui cause la colère. Il est sûr que nous tous, nous pourrions fournir des dizaines de définitions de la colère. Et finalement, c'est un faux problème. La question, c'est pas une question de biologie, c'est une question de langage, quand même beaucoup plus souvent. Et il faudrait que plus de scientifiques sachent lire en poète et savoir s'ouvrir à cette diversité de significations. Ou sinon, peut-être voir aussi une dernière question sur la place des autres arts. Bon, Steve est quand même écrivain avant tout, mais il nous a dit tout à l'heure qu'il dessinait, qu'il faisait des croquis. What part would you give to other art in your work in terms of influence, or is there anything in your writing that would aspire to some other art form? Or est-ce qu'il y a une aspiration à l'écriture vers d'autres formes d'art, que ce soit la peinture ou la musique? Well, I think it comes back to this question. You know, for me, it's all these. They're all kind of semiotic objects, and they can all be used in narrative. Things like this image, you know, they say a picture's worth 1,000 words, and having this picture for how, you know, this is out of a 19th century manual for how to measure intelligence, and you do it by measuring the volume of the skull, but when you put that next to this, which comes out of a 1950s manual for how to measure intelligence, it's a scan sheet where you fill in the bubbles. And this one seems funny to us because we have enough historical distance on it to see the ironies and the flaws in the logic. The scan sheet, you know, the computer measure for intelligence, is starting to seem funny to us because we're starting to get enough historical distance on it where we can see how absurd it is to think that you can come up with one number to measure a person's intelligence. And so I guess you know, for me that's the use of the images. You know, that idea of a picture can be worth 1,000 words, which is always a paradox to me since it's a saying, not a picture. Donc chacun des documents, les illustrations, enfin tout ce design, il est conçu comme autant d'objets sémiotiques. Et ce proverbe selon lequel une image en dit plus qu'un millier de mots, déjà c'est paradoxal parce que c'est un proverbe, c'est du langage. Steve joue sur l'anachronisme et sur la façon dont nous percevons ces différentes images. Il prenait l'exemple de ces techniques pour mesurer l'intelligence humaine. Alors au 19e, on mesurait la boîte crânienne, c'était un indice d'intelligence. Ensuite, on a fait des tests par informatique et au fur et à mesure que le temps passe, ces techniques nous font sourire. On est capable d'y trouver un sens nouveau, de les interpréter d'une façon différente. Donc il utilise le design et ses documents scientifiques ou ses ressources à d'autres médias, toujours pour faire jouer l'interprétation. What are you working on now? Oh, okay. I'm working on a novel that's about extinction. I mean, the thing that really it was what started it was there was an entomologist, a bug expert, who studied fleas, and by looking at the anatomy of fleas, he could tell that the continents all must have been together as one. You know, this was long before people started talking about Pangea and the continents forming, and so
that idea really kind of fired my imagination, and how by studying these tiny little bodies you can make this statement about these enormous bodies, these continents. And so you know, I'm working on this novel now that kind of follows the history of studying fleas, to talk about from the world as it was to a 19th century naturalist to you know, the Epocene now, where humans are causing the you know, the heating of the planet and possibly the demise of the planet. So it goes from 19th century fleas to the present, to near future. So. Donc Steve est en train de travailler un roman sur l'extinction. En faisant des recherches, il a découvert un personnage, un entomologiste qui, à partir de l'étude des insectes, avait tiré des conclusions, avait trouvé des preuves que la planète n'avait jadis été qu'un seul continent. Donc il est passionné par ce rapport entre le microscopique et le macroscopique. Et c'est un roman qui va partir du 19e jusqu'à l'ère contemporaine, où on parle de réchauffement planétaire, d'extinction possible. Et donc il y aura un second roman français incessamment sous peu, le livre du portrait, qui sortira en 2014. Merci. Merci. Février. C'est un objet différent à chaque fois, l'idée de concevoir un objet différent. Et celui-là, on demandait d'utiliser sans doute plusieurs papiers. Oui, ouais, bien sûr. Parce que je vais parler de ce livre devant un public de comparatistes dans l'hiver, et j'ai un peu le choix de la date. Alors si évidemment la traduction était sortie, c'est vraiment. François Xavier Bertrand, comme un peu. Pour l'instant, je n'en parle. Merci beaucoup. Merci.